BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on met le Web3 français à l'honneur, on n'a que des bonnes nouvelles. Flodesk, société française spécialisée dans les services de market making et d'échange OTC, donc de gré à gré, lève 50 millions de dollars en série B. Et pour l'occasion, je reçois Guillaume Chaumont. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes le CEO et le cofondateur de Flodesk. Cette levée est menée par Cathay Innovation et ça tombe bien, puisque nous avons avec nous Marguerite de Taverneau, vice-présidente du fonds Ledger Cathay, et Jackie Abitbol, managing partner chez Cathay. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et autre bonne nouvelle pour le Web3 français, Kiln, start-up française spécialisée dans le stacking pour les institutionnels, lève 17 millions de dollars. Pour en parler, nous avons Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale, avec nous. Bonjour Louis. Bonjour Amaury. Commençons d'abord par Flodesk, avec Guillaume Chaumont, qui en est donc le CEO et le cofondateur. Guillaume, vous faites donc du market making, c'est le fait d'acheter et de vendre des quantités importantes d'un actif, dans votre cas la crypto, pour fluidifier les échanges sur les paires de trading. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour qu'on comprenne bien votre cœur de métier? Oui, merci pour l'invitation avant tout. Donc nous, effectivement, on fournit une infrastructure de trading pour les actifs numériques et on fournit cette infrastructure de trading essentiellement pour les token issuers, les émetteurs de jetons, donc ceux qui créent des cryptos. En fait, ces émetteurs de jetons, très tôt dans leur vie, ils vont faire une espèce d'IPO, ce qu'on appelle une ICO, et ils vont être introduits en bourse sur différentes places de marché. Le résultat, c'est qu'il y a des problèmes de liquidité, ça trade très tôt, et donc pour pallier à ces problèmes de liquidité, nous, on intervient pour que les gens puissent acheter en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans les marchés financiers traditionnels, il y a ce problème-là. Il faut faire du market making, mais vous le faites pour la crypto. Vous avez fondé Flodesk en 2020. À quel moment vous vous êtes dit, il y aura un besoin croissant de liquidité dans ce marché? Le besoin, en fait, il était évident dès le début parce qu'effectivement, l'analogie avec la finance traditionnelle tient très bien. La différence dans la crypto, c'est que c'est un marché qui est extrêmement fragmenté. Les actifs, ils ne traitent pas sur une place de marché, mais sur des dizaines, voire sur des centaines, des centralisés, des décentralisés, face à d'autres monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum ou des stablecoins. Donc, en fait, très facilement, on avait identifié ce besoin de fragmentation du marché et donc de problèmes de liquidité. Donc, c'est surtout sur cette thèse, en fait, qu'on a fondé Flodesk avec une approche purement technologique, puisque nous, on ne traite pas en compte propre la plupart du temps. En fait, on va directement donner la technologie aux émetteurs de jetons pour qu'ils puissent trader eux-mêmes avec leur propre liquidité. Donc en fait, comment expliquer à ceux qui connaîtraient pas très bien ce qu'est le market making? Vous faites un peu le pont entre les acheteurs, les vendeurs. Comment ça se passe concrètement, techniquement, en essayant de vulgariser un petit peu? Pour vulgariser, on peut prendre un autre marché comme le marché des actions, par exemple. Si aujourd'hui vous voulez acheter une action de Total ou de L'Oréal, vous voulez l'acheter maintenant, vous voulez l'avoir maintenant. Sauf qu'il n'y a pas forcément une personne en face qui va pouvoir vous la vendre instantanément, entre guillemets. Et donc très souvent, c'est pour ça que vous allez l'acheter en fait à un market maker qui lui s'interface pour acheter et vendre entre les personnes qui veulent. Et donc nous, c'est exactement ce que l'on fait. En fait, en temps réel, on est là pour fournir de la liquidité et proposer à des gens d'acheter ou de vendre leurs actifs. Et bien évidemment, en général, on se rémunère via une marge entre le prix d'achat et le prix de vente. Bon, sur le marché crypto, votre thèse, c'est que il y a de plus en plus et il y aura de plus en plus d'émetteurs de jetons et donc vous aurez de plus en plus de flux à traiter, c'est ça? Oui, complètement. On voit en fait une croissance exponentielle. Si on regarde, ça double à peu près tous les ans. Et ça, depuis le début des premiers tokens qui sont apparus, notamment ERC20. Et on pense qu'avec la tokenisation, bien évidemment, ce phénomène va s'amplifier, puisque aujourd'hui, on traite essentiellement des utility tokens, qui ont une valeur purement utilitaire. Mais demain, on pense qu'on va trader des security tokens, des actions tokenisées, des bonds tokenisés, etc., etc. Donc, vous pensez que c'est la narrative de la tokenisation d'actifs, notamment Larry Fink, le PDG de BlackRock, en a parlé, a dit que demain, peut-être que tous les actifs seraient tokenisés. Vous pensez que c'est ça qui, demain, participera notamment à cette augmentation exponentielle très forte de ce nombre de tokens en circulation qui ne seront pas que des jetons crypto, on va dire, mais aussi des actifs réels qui, eux, seront tokenisés, ça? Oui, c'est notre certitude la plus profonde, parce que quand on voit les efficiences qu'apportent justement la crypto et la blockchain sur ces use cases, ça paraît assez évident. Fraction du coût, on peut les transférer, on peut les utiliser comme collatéral pour effectuer un certain nombre d'opérations, de lending, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il semblerait que c'est la voie la plus naturelle, mais bien évidemment, ça prendra un paquet d'années. Marguerite, c'est Ledger Cathay qui investit uniquement dans le Web3, qui a commencé par y investir dans Flodesk en early stage, c'était il y a quelques mois. Comment vous avez repéré Flodesk en fait au départ?
Ouais, en fait, la manière dont l'investissement s'est passé, c'est d'abord le fonds Ledger Cathay qui a investi il y a 18 mois. On avait repéré Flodesk parce que dans l'écosystème français, avec le fonds Ledger Cathay, on a une bonne présence, notamment avec les différentes personnes impliquées dans le fonds, dont Pascal Gauthier de Ledger. Et ça nous a permis en fait de suivre le développement de Flodesk pendant quelques mois et ensuite de venir mener la série B qui a été menée par Cathay Innovation. Voilà. Donc justement, en fait, au tout départ, vous avez repéré Flodesk, et ensuite vous y retournez, mais cette fois avec le fonds Cathay qui lui investit dans tout type de boîte tech, et c'est ça qui est intéressant. Hein. Donc à partir de la série B, Jackie, même question, qu'est-ce qui vous a convaincu d'investir dans Flodesk, sachant que vous êtes arrivé, du coup, c'est ça, 18 mois après le premier investissement du coup de Ledger Cathay? Alors, tout simplement, à travers ce premier investissement, on a suivi le développement de la société. Donc on a vu non seulement que, justement, on avait une forte croyance, on avait une conviction sur le développement du marché, mais après, c'est aussi, on mise sur des entrepreneurs. Et donc, Guilhem et ses équipes ont démontré en 18 mois la capacité à croître, pour atteindre des niveaux dans lesquels nous, on intervient un petit peu plus, voilà, pour des séries B. Et puis finalement, on a commencé à discuter sur la possibilité donc, de leader ce tour avec le fonds Cathay Global, le fonds 3, qui est un fonds d'1 milliard. Et avoir toutes ces informations, avoir été capable de suivre. Et puis je pense que de l'autre côté, c'est aussi le fait que Guilhem et ses équipes connaissaient Cathay. Et donc évidemment, il y avait forcément une relation de confiance. Et par rapport aux ambitions qu'on se donne, à la fois côté Flodesk et côté Cathay, donc il y avait un match. Et donc ça s'est fait, je dirais, de façon assez naturelle. Et de pouvoir donc leader ce tour. Donc c'est aussi bien le facteur humain, les équipes de Flodesk, que le cœur de métier qui vous a convaincu, c'est à la fois la narrative qu'on disait tout à l'heure, hein, effectivement le fait qu'il y aura de plus en plus d'émetteurs de jetons, et en même temps les équipes, où vous vous êtes dit là, il y a quelque chose à faire. Alors tout d'abord, c'est les équipes, parce que c'est un projet qui est toujours porté par les équipes. Après, c'est un gros marché, donc on cherche vraiment des sociétés qui peuvent justement travailler ou se développer dans des marchés à fort potentiel. Et puis après, les dernières nouvelles aussi, dernières semaines, alors qu'on avait fait quand même le deal il y a quelques mois, même si l'annonce est faite aujourd'hui. Et ça correspondait à tout ça correspond exactement à ce qu'on recherche. Louis, notamment la narrative de la tokenisation d'actifs, hein, bon, c'est quelque chose que vous suivez évidemment aussi chez The Big Whale. Pour vous, vous y croyez? Vous pensez vraiment que ça va beaucoup se développer dans les années qui viennent? Ou alors on en parle un petit peu trop? Comment vous voyez les choses? Non, mais ça va Alors, déjà, il y a une narrative qui s'est installée, c'est-à-dire que Larry Fink, il y a quelques années, disait clairement ne pas croire au Bitcoin, ne pas croire à la tokenisation. Ah, c'est sûr qu'il est en train de complètement changer son discours, là. Oui, mais tout à fait. Alors, pourquoi est-ce qu'il change son discours? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit, et les différents tests l'ont montré, qu'ils soient faits par les banques, soient faits par des banques centrales aussi, montrent qu'en fait, quand vous tokenisez un actif, ça coûte pas forcément moins cher, mais c'est plus rapide et c'est plus efficient. Et en fait, déjà, ces deux choses-là, quand vous avez un système qui est plus efficient, qui est plus rapide, forcément ça attire le marché. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une tendance autour de la tokenisation. Après, à voir quelle forme ça va prendre, il y a encore énormément de questions, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient aussi techniques, quelle forme de token, quelle forme de jeton en fait on va incorporer dans la blockchain pour faire circuler ces actifs-là. Et puis peut-être aussi ce qui n'a pas forcément été assez... en tout cas souligné, c'est qu'aujourd'hui Flodesk fait partie des principaux market makers crypto dans le monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez certains acteurs qui ne sont pas très connus. Vous avez par exemple Wintermute qui est très actif. Vous avez Amber aussi qui est très actif. En fait, ces acteurs-là, on ne les voit pas. Parce que comme ce qu'a décrit Guilhem, en fait, c'est des acteurs qui sont chargés en fait, quelque part de faire le pont un petit peu entre un acheteur et le marché, trouver la liquidité sur le marché. Donc, grosso modo, quand vous êtes une entreprise, je schématise, mais comme l'a décrit Guilhem, vous allez dire, voilà, vous avez demandé à un market maker, vous avez demandé un service technologique à un market maker, vous allez lui dire je veux tant de crypto, donc que ce soit des petites caps ou des grosses caps, et en gros j'aimerais que tu me le trouves à ce prix-là. Et en fait c'est le travail de market maker comme Flodesk. Flodesk aussi qui s'est beaucoup développé, qui commence sérieusement à beaucoup se développer en Asie. Et donc aujourd'hui on a une entreprise française, native française, qui fait partie qui est sur un positionnement qui va être déterminant dans le développement du marché crypto, de la tokenisation et aussi du basculement qu'on commence un petit peu à entrevoir des infrastructures de marché actuelles vers des infrastructures blockchain. Oui, c'est vrai, Guilhem, vous avez des bureaux à Paris, Singapour et en Amérique du Nord. En 2020, quand vous vous êtes lancé, il y avait qui sur le marché? Vous aviez déjà une certaine avance ou alors il
il y a des acteurs qui étaient déjà bien installés au moment où vous avez commencé? Oui, dès le début de la crypto, il y a des acteurs, notamment GSR, qui opèrent depuis plus de 10 ans maintenant, qui s'étaient lancés sur ce marché. Donc effectivement, le marché était déjà assez bien adressé, mais par des market makers qui utilisaient un business model similaire aux market makers de la finance tradi, en compte propre. C'est des hedge funds algorithmiques qui traitent avec leur propre balance sheet. Donc ils mettent des millions, des milliards de dollars sur la table et ils vont acheter de manière active et vendre des actifs numériques. Nous, notre approche, effectivement, elle était assez innovante, parce que nous, on s'est dit, c'est les émetteurs de jetons eux-mêmes qui vont trader leurs propres tokens, comme si, pour reprendre l'analogie d'avant avec L'Oréal ou peu importe quelle autre entreprise du CAC 40, allaient trader leur propre stock. C'est ça qui est vraiment innovant, et c'est là qu'elle est l'innovation, parce qu'elle permet beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de contrôle, et surtout elle coûte beaucoup moins cher. Et là, vous étiez les seuls à utiliser cette manière de faire en 2020, ou alors ça existait déjà sur le marché? Non, c'est la seule qui existait en crypto, et c'est même la seule qui existait en finance traditionnelle, parce qu'en fait la crypto impose quasiment ce business model pour plein de jetons qui sont beaucoup moins lisibles que des actions, que des actifs cotés, pour lesquels on connaît les résultats financiers, donc c'est entre guillemets facile à trader. Là, il y a plein de jetons qui, en fait, il n'y a pas d'autre manière que ce soit eux-mêmes qui assurent leur propre market making. Et quand bien même ils sont plus gros et quand bien même ils sont plus lisibles, encore une fois, la fragmentation du marché fait qu'un market maker aujourd'hui, quand vous êtes un market maker dit en compte propre, vous allez aller trader sur le top 20 des exchanges, de Binance à Coinbase, etc. Mais vous n'allez pas aller trader sur des échanges plus petits ou des échanges plus locaux. Donc c'est pour ça que très rapidement, on avait cette conviction que le market making as a service va probablement s'imposer comme étant une bien meilleure solution, car de toute façon, c'est la seule qui peut fonctionner. Et là, aujourd'hui, vous êtes encore un des seuls à utiliser cette solution-là, ou alors d'autres acteurs se sont mis à faire pareil? Non, il y a vos concurrents. Il y a plusieurs petits acteurs qui essayent d'imiter ce business model, et ils ont bien raison, parce que c'est un business model qui est très efficient. Maintenant, il ne faut pas oublier que ça reste du trading algorithmique, haute fréquence. C'est pour ça que nous, très rapidement, dans la vie de notre boîte, on a dû plus de force que de gré, créer des bureaux à l'international, parce que c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. Alors là, la barrière à l'entrée, en fait, est quand même assez élevée. Ça reste quand même du trading haute fréquence. Alors, c'est pas comparable à la finance tradi, on est sur un ordre de grandeur en moins, en termes de latence, de connectivité aux exchanges, mais aujourd'hui, la barrière à l'entrée est quand même très, très compliquée. Donc aujourd'hui, il y a le space, en fait, se distingue entre des acteurs, effectivement, en compte propre, hedge fund, on va dire, et nous, qui effectivement émergeons comme l'un des acteurs les plus sérieux, avec une croissance des volumes assez exceptionnelle en 2023. Et comment vous allez, question que je vous pose un peu à tout le monde, mais comment vous comptez utiliser les fonds de la levée, donc 50 millions de dollars en tout? Je crois qu'il y a 20 millions qui vient de chez Ledger, c'est ça? C'est quoi vos priorités pour continuer votre développement? Je peux commencer à répondre. Avant tout, l'objectif, c'est de double down sur la partie technologique, parce que c'est une course à la technologie. La blockchain est une technologie quand même qui est particulièrement compliquée, notamment quand on veut aller traiter dans des échanges décentralisés, etc., etc. Donc la majeure partie de l'investissement va servir à grossir les équipes et à continuer à développer de la technologie qui nous permettra de garder notre avance sur le marché. Et ensuite, on investit énormément dans les équipes, aussi les équipes de coverage, puisque encore une fois, ça reste des activités de trading avec un front office, etc., etc. Bon, ça ne vous a pas échappé, on a maintenant 11 ETF Bitcoin Spot qui ont été approuvés par la SEC il y a quelques jours, dont celui de Grayscale, avec qui vous travaillez, Guillaume. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelle part de marché pourrait vous rapporter l'arrivée de ces ETF? Alors bon, c'est assez difficile à estimer, mais c'est vrai que l'arrivée des ETF l'arrivée très attendue des ETF est assez stratosphérique pour la crypto. Donc, sans rentrer trop dans les détails, nous, on est fournisseur de liquidités pour Grayscale, c'est-à-dire que à chaque fois que des personnes veulent redeem des parts, c'est-à-dire échanger des parts de l'ETF pour sortir en cash, Grayscale doit vendre des bitcoins, et à l'inverse, quand des personnes veulent acheter des parts, Grayscale doit acheter des bitcoins. En fait, vous faites un peu le même métier que pour les autres cryptos, mais pour notamment là l'émetteur d'un ETF qui est Grayscale, c'est ça? Exactement. En fait, ce que l'on a découvert, mais sans surprise, c'est que notre technologie peut s'adapter à beaucoup plus de use cases que du simple market making pour les émetteurs de jetons. Et c'est pour ça que nous, on voit depuis plusieurs mois une institutionnalisation de notre business, avec Grayscale notamment et d'autres, puisqu'on avait annoncé d'autres choses en fin d'année dernière. Donc très simplement, c'est exactement le même métier, c'est juste que les acteurs sont différents, la fréquence aussi est différente, parce qu'on ne va pas trader à la microseconde, comme ça peut être le cas quand on traite sur des places de marché. C'est
plusieurs trades, quelques trades par jour, mais des plus gros trades. Et effectivement, en termes de taille et de notionnel, les chiffres ne vous ont pas échappé. Hein, c'est sans aucun doute l'un des lancements les plus... Ça a bien démarré, effectivement. Ça a très bien démarré. Rien sur une journée comme hier, par exemple, rien que l'ETF Grayscale, qui évidemment est le plus gros avec quasiment 30 milliards d'AUM, ça traite 1,4 milliard par jour. Donc c'est très enthousiasmant pour la crypto. Mais en fait, on pense que c'est qu'une première étape. On pense que d'autres ETF vont arriver. Pas que des ETF dits physiques qui répliquent le sous-jacent en le possédant, mais des ETF bien plus complexes. Donc nous, bien évidemment, on est très enthousiaste de faire partie de cette équation et on va continuer à scaler avec aussi cet écosystème de finances traditionnelles qui s'intéresse énormément à la crypto. Marguerite et Jackie, l'arrivée de cet ETF vous a renforcé un peu votre conviction dans le business model, on va dire, de Flodesk. Vous vous êtes dit, tiens, là, il y a des parts de marché supplémentaires à prendre? Alors, quand on a investi, il n'y avait pas encore l'arrivée des ETF. Alors, déjà, on était... Enfin, en tout cas, on en parlait. On en parlait. Notre thèse, elle était déjà sur ce que faisait la société avant les ETF. Et on espérait, en effet, que ça allait arriver. Enfin, on y croyait et on savait que ça allait arriver. Donc, ça arrivait peut-être un petit peu plus tôt que prévu. Il y a eu des discussions, ça pourrait être décalé au mois de mars. Bon, finalement, ça arrivait la semaine dernière, donc on est ravis par cette nouvelle. Et peut-être que je rajouterai par rapport aux moyens qu'on va se donner, c'est qu'aujourd'hui on pense que le Flodesk est vraiment un leader mondial, et donc l'accompagnement, et c'est vraiment le type de société, le type d'entrepreneur et d'équipe qu'on cherche pour les accompagner à devenir vraiment un leader, que ce soit aux US, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie. Et l'ETF ne fait que renforcer, on va dire, cette conviction qu'on a sur la société. Marguerite, vous avez quelque chose à ajouter? Non, et de manière plus globale, cette décision sur les ETF aussi annonce l'arrivée des institutionnels, enfin des acteurs un peu plus traditionnels dans le monde de la blockchain et de la crypto, rassure beaucoup les marchés. Et donc d'un point de vue purement investisseur dans le Web3, ce sont des signaux très très positifs qu'on attendait depuis quand même quelques temps. Après un crypto winter qui a été assez long. Et évidemment, Flodesk a aussi eu des performances très incroyables pendant ce Crypto Winter, ce qui leur a permis d'être vraiment en pole position au moment où les signaux sont arrivés au vert. Et ça, c'était quelque chose qu'on avait déjà identifié chez Guilhem et dans le reste de l'équipe et dans leur modèle assez innovant et qui maintenant, on n'a aucun doute, va être prouvé par les prochains mois à venir. Oui, c'est sûr que maintenant, ce qui est assez cocasse, c'est que certaines institutions qui critiquaient Bitcoin et le Web3 maintenant en deviennent les ambassadeurs en quelque sorte. On a aussi une bonne nouvelle aujourd'hui, Louis, c'est la start-up française spécialisée dans le stacking pour les institutionnels, justement, Kiln, qui lève 17 millions de dollars. Pour rappel, le stacking, c'est le fait d'immobiliser des cryptos au sein d'une blockchain pour participer à sa sécurisation et percevoir des récompenses. C'est une activité en plein boom, notamment depuis le passage en Proof of Stake d'Ethereum en juin dernier. Il y avait déjà eu une levée de fonds pour Kiln en 2022 de 20 millions de dollars, sachant qu'ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 5 l'année dernière. La start-up poursuit son développement, Louis, avec cette nouvelle levée de fonds de 17 millions de dollars. Exactement. Alors en fait, c'est un complément de la série A, justement, qui a été complété il y a quelques mois déjà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Kiln, en fait, comme vous l'avez dit, est spécialisé dans le stacking. Et en fait, le stacking, donc c'est depuis la mise à jour Chapella d'Ethereum, en fait, cette mise à jour-là qui permet aux investisseurs en fait de récupérer leur crypto. Donc là, cette fois, en fait, ils pouvaient juste l'immobiliser jusque-là, et là, ils peuvent la récupérer. Donc ça, en fait, ça a le bon déroulé technique à rassurer les institutionnels qui aujourd'hui n'hésitent pas à s'y lancer. Par exemple, il y a plusieurs ETF et où ETC en Europe, c'est comme les ETF en gros, mais à la sauce européenne, qui en fait vont récompenser les investisseurs via des récompenses de stacking. Donc en fait, le stacking, par exemple sur Ethereum, sur les ETF par rapport à Ethereum, permet de réduire les frais via le stacking. Donc en fait, on voit qu'il y a de nouveaux véhicules financiers, de nouvelles structures qui se mettent en place vis-à-vis du stacking. Alors, Kiln a connu une croissance en 2023 exceptionnelle, dans le sens où multiplier son chiffre d'affaires par 5, c'est une estimation assez basse. Surtout connaissant le contexte de l'année dernière. Exactement. Et alors surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est que Kiln avait sur la table quasiment 60 millions, l'équivalent de 60 millions d'euros. Alors, l'état-major de l'entreprise a choisi, selon nos informations, en fait, de ne pas
faire une levée trop importante, donc faire un complément trop important pour éviter une dilution et de perdre un petit peu le contrôle sur l'entreprise. Et alors, pour parler du stacking, effectivement, donc, on le citait en début d'émission, aujourd'hui, c'est une nouvelle manière de concevoir la sécurité sur Ethereum. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 90 milliards de dollars équivalents immobilisés au sein d'Ethereum. Donc, ça commence à devenir un marché assez conséquent. Et surtout, ce qu'on va se développer, c'est aussi autour du stacking, du liquid stacking. En fait, le liquid stacking, c'est le fait de disposer d'une représentation liquide donc de ces Ethers stackés. Et après ça, donc là, on voit émerger ce qu'on appelle le restacking, avec en tête un acteur majeur qui s'appelle Eigenlayer, qui n'est pas encore lancé, qui n'a pas encore lancé live complètement ses produits. Mais aujourd'hui, il y a déjà quasiment 1,5 milliard immobilisés au sein donc, de ce protocole, qui peut entrevoir en fait une nouvelle manière de concevoir la sécurité d'Ethereum et surtout d'autres blockchains. Parce qu'en fait, le restacking, vous allez pouvoir sécuriser d'autres blockchains avec vos jetons de liquid stacking. Donc on comprenne bien, donc il y a le stacking, normalement il y a nos jetons qui sont immobilisés. Exactement. Avec le liquid stacking, on peut les récupérer de manière indirecte et avoir de la liquidité. Et cette liquidité, on pourrait la stacker en plus. Exactement, et sur d'autres blockchains, d'autres écosystèmes. Donc aujourd'hui, il y a des équipes qui travaillent. Par exemple, une blockchain qui veut se lancer, imaginons, je dis un exemple complètement faux, mais Polygon, par exemple, pourrait avoir sa sécurité assurée par des jetons Ether ou des dérivés des jetons Ether. Donc, en gros, c'est un énorme game changer pour les équipes de développeurs qui n'auraient pas à mettre en place, en fait, tout un processus de sécurité où il faut déterminer l'inflation, il faut déterminer la décentralisation, qui gère tout ça. Donc, c'est un processus très lourd. Et là, aujourd'hui, en fait, on pourrait voir l'innovation se démultiplier parce que vous aurez pu à gérer toute cette partie-là qui coûte à la fois cher au niveau financier et puis surtout en matière de main-d'œuvre, parce qu'on est dans un marché encore très naissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quasiment personne n'est senior dans la crypto. On est dans un terrain encore très à découvrir. Et donc aujourd'hui, on manque de talent, on manque d'expertise sur ce sujet-là. Donc typiquement, le développement du stacking peut entrevoir un développement assez conséquent. Et Kiln, aujourd'hui, je finirai juste là-dessus, Kiln, aujourd'hui, est le premier opérateur de nœuds sur Ethereum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une entreprise qui est française, une nouvelle fois. On le souligne parce que souvent, on voit Coinbase ou Circle débarquer. Elle a 2 entreprises françaises à l'honneur aujourd'hui. C'est plaisir. Et surtout, alors, voilà, c'est factuel, 2 leaders mondiaux. C'est-à-dire que ces 2 acteurs, donc Flodes dans le market making et Kiln donc dans le stacking, c'est 2 opérateurs, enfin 2 entreprises qu'on voit pas forcément, qui sont pas aussi visibles qu'une plateforme d'échange, mais qui vont être essentielles en fait dans le développement de la crypto. Et juste pour finir cette histoire de liquid stacking plus de restacking, est-ce que ça pose pas un problème si la sécurisation d'une blockchain dépend de la sécurisation d'une autre? Parce que là, on n'est pas sur quelque chose d'un peu compliqué, une cascade qui peut être problématique. Alors évidemment, les équipes de développement et de recherche d'Ethereum travaillent dessus. Il paraît quand même assez peu probable que ça mette en danger complètement Ethereum. Le problème, en fait, c'est que ça pourrait mettre en danger, par contre, la crédibilité d'Ethereum. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous assurez mal la validation des blocs, donc vous avez vos jetons qui sont confisqués. Ça s'appelle du slashing. Donc en gros, vos Ethers immobilisés, le protocole va vous pénaliser, vous retirer des Ethers si vous faites mal votre travail. Là, ce qu'on pourrait craindre avec le restacking, c'est qu'en fait, il y ait un mauvais acteur, soit qui fasse exprès ou soit qui fasse pas exprès, mais un mauvais acteur de la chaîne qui entraîne du slashing en chaîne. Et là, effectivement, les pertes économiques pourraient être considérables et pourraient causer du tort à la réputation d'Ethereum. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est pas très grave, mais aujourd'hui, on voit encore beaucoup de hacks dans la DeFi. Il faut quand même se dire que pour un acteur bancaire, pour un acteur traditionnel, il faut que ce risque soit à moins de 0. Pour caricaturer. Aujourd'hui, on en est encore loin. Et donc, quelles conséquences si demain Ethereum devient le principal réseau pour la tokenisation? Ça pourrait poser un problème. Mais effectivement, on est encore dans un marché complètement à découvrir. C'est passionnant, on suivra tout ça avec attention. Merci beaucoup Louis Tellier, journaliste pour The Google, d'avoir été avec nous. Marguerite de Taverneau, vice-présidente du fonds Ledger Cathay. Jackie Abitbol, managing partner chez Cathay. Et Guillaume Chaumont, CEO et fondateur de Flodesk. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain à 15h avec Guillaume Sommerer pour les pros des cryptos. Et bonne journée, bonne soirée. BFM Business, BFM Crypto, le club.